Du coup, on va pouvoir commencer cette table ronde. Du coup, l'idée de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est de vous proposer, on va dire, une déconstruction. On va essayer de casser les codes sur ce que c'est l'entrepreneuriat et de parler d'innovation frugale, de ce que c'est vraiment. Donc, avant de commencer sur ce sujet-là, qui est assez philosophique, mais finalement, on va revenir sur les sujets assez pragmatiques, je vais vous faire un petit portrait, puis vous me dites si c'est bon pour vous. Donc, on va commencer par la personne qui est la plus loin, Elsa. Donc, Elsa, tu as un portrait, on va dire, professionnel, on va dire, engagé, en un mot. Tu as été en première partie de ta carrière marketing. Après, tu as été start-upeuse, tu as monté avidemaman.com, tu l'as revendu. Tu as été journaliste pendant longtemps. Tu as été animatrice de débats politiques, chroniqueuse, speakeuse TEDx, autrice et récemment DG d'Ashoka. Donc ça fait un paquet de trucs. On va revenir là-dessus sur le fond. D'abord, si je dis Ashoka, que c'est une ONG qui identifie et connecte les innovateurs sociaux. Alors, est-ce que ça suffit si j'essaie de présenter Ashoka comme ça? Est-ce que tu peux faire deux mots sur Ashoka, s'il te plaît, et me dire si le portrait que j'ai dressé de toi est assez fidèle? Ouais, je m'aperçois surtout que je suis bien vieille quand je vois le cumul de toutes ces expériences. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Si je devais parler d'Ashoka, oui, effectivement, on identifie des entrepreneurs sociaux, mais c'est plus enfin, je dirais que c'est plutôt un moyen d'asseoir la mission d'Ashoka, qui est de créer les conditions d'apparition d'un changement profond de société. Alors, ça se fait par le truchement des entrepreneurs sociaux tels que le conçoit Ashoka, mais c'est bien plus large que ça. C'est aussi l'encapacitation de la jeunesse pour révéler le pouvoir d'agir et de faire advenir un monde où tout le monde est acteur de changement, en fait, et pas forcément que par l'entrepreneuriat social. Donc ça aussi, c'est un point important sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Et après, quelques chiffres rapides. Ashoka, c'est une organisation internationale qui existe depuis 40 ans. Donc, quand on parle de changer le monde, c'est pas une utopie. Ça fait 40 ans qu'on accompagne près de 4000 entrepreneurs sociaux partout dans le monde, dans 93 pays. Et donc, c'est la 5e ONG la plus influente parce qu'en fait, c'est une ONG qui est pas exposée au grand public puisqu'elle travaille vraiment comme accompagnateur de ceux qui changent le monde. Et donc, elle est influente surtout en termes de modification de politique publique puisque 80% des entrepreneurs sociaux qui sont soutenus par Ashoka ont modifié une règle, une législation ou même ont changé un comportement, un paradigme et une image dans la société. Voilà. Ouais, c'est même, on parle d'Ashoka comme la puissance discrète. Enfin, il y a un article du Monde là-dessus. Donc, merci beaucoup pour ces précisions, Elsa. On va passer à Livia. Donc, Livia Sossou. Donc, pareil, pour dresser un portrait. Je vais le lire. Je me dis si c'est fidèle. Donc, du coup, ton background, moi, il m'inspirait un peu de renouveau. Donc, pourquoi donc, diplômée d'école polytechnique, on peut pas faire plus classique, entre guillemets, en France. Mais derrière, tu as été cofondatrice de l'association X-Afrique, puis responsable du développement des usages numériques au Bénin. Tu as travaillé pour une institution publique. Et ensuite, récemment, tu t'es lancé avec dans l'aventure de la startup Cumulus. Donc, j'ai noté Cumulus. C'est une startup qui transforme l'air en eau. Alors, est-ce que ça suffit, pareil? Est-ce que tu peux me dire si le portrait est assez fidèle pour qu'on puisse avoir une idée de toi et puis aussi de Cumulus, ce que c'est? Ok, merci pour la présentation. Dit comme ça peut paraître un peu énigmatique, mais du coup, effectivement, donc Cumulus, alors là, c'est une startup qui est beaucoup plus récente, donc on a 1 an d'activité, et effectivement, l'ambition, donc, c'est de fournir de l'eau potable à partir de manière économique et durable, et donc c'est fait à partir de l'humidité de l'air et de l'énergie solaire. Donc concrètement, c'est quoi? En fait, il s'agit alors c'est une machine, c'est vrai que ça aurait été bien peut-être de l'afficher, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment un mini frigo. C'est une machine d'1 mètre cube, et donc on appelle un générateur d'eau atmosphérique, et qui reproduit en fait le phénomène de rosée. Donc c'est de la condensation grâce à l'humidité de l'air, et derrière il y a un système de minéralisation, de filtrage qui fait qu'on en sort de l'eau potable. Donc aujourd'hui, Cumulis, c'est une aventure qui est encore récente. On est une 15aine de personnes avec des activités donc qui se trouvent entre la France et la Tunisie, et une équipe qui est répartie entre ces deux pays. Ok, donc ouais, c'est vraiment, on a vu l'objet, on aurait pu le montrer et le donner à voir. Je vous invite à regarder sur cumulus.com, je pense. Bref, on trouvera le moyen Je avec un montrerai des photos. Et ouais, donc c'est vraiment 1 mètre cube et ça filtre. Donc c'est un peu poétique, ça reproduit la rosée, quoi.
Donc, pour entrer dans le thème du sujet, Nietzsche disait que il désirait en fait ce qu'on appelle philosopher au marteau. Et en fait, philosopher au marteau, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire déconstruire ce qui existait pour ensuite démasquer ce qu'il y a, démancer les mensonges qu'il y a derrière les idées préconçues. Donc, l'objectif de cette table ronde, ça va être de démasquer, pas les faux entrepreneurs, mais les fausses idées, ou en tout cas voir ce qu'il y a derrière l'innovation frugale, ce qu'on en fait chez Ashoka et ce qu'on en fait chez Cumulus. Voilà l'ambition que l'on a sur cette table ronde-là. J'espère que on va y arriver. On verra bien. Du coup, on va commencer peut-être par le thème central qui est celui de la frugalité. Et alors, du coup, c'est un concept qui est issu d'un académique qui s'appelle Nadju Ruby. Oui. Cette personne-là a dit en gros, l'innovation frugale, c'est avoir un maximum d'impact avec moins de ressources. Ce que disait Ludovic Louan tout à l'heure. Du coup, cette notion, on va l'inviter à table, on va lui demander, ok, selon vous, alors, toi, Elsa, tu accompagnes des entrepreneurs. Bah écoute, Livia, toi, c'est plutôt sur la partie, on développe un produit et puis on va accéder à des populations qui n'ont pas accès à l'eau ou moins accès à l'eau. Comment est-ce que vous invitez la frugalité dans vos activités, soit de directrice, soit de développement de marché? Donc, prenez la parole, Elsa ou Livia, comme vous souhaitez. Allez, vas-y, Elsa. Je sens que tu as envie de commencer. Ouais, non, mais je voyais le regard d'Olivia, je me suis dit c'est pour moi. Alors peut-être rappeler aussi que les entrepreneurs sociaux qui sont soutenus par Ashoka, c'est pas n'importe quel entrepreneur social. Ils sont vraiment il y a des critères d'éligibilité qui sont spécifiques, notamment le fait d'être non-for-profit. Ça, c'est important aussi de le souligner parce que ça veut dire que par essence, dans leur constitution, ce sont des associations et une association n'a pas vocation à partager les bénéfices puisqu'en fait, il n'y a pas d'acquéreur même de l'association. Donc rien que dans la forme juridique, c'est important de le spécifier. Donc ça fait le lien directement avec la frugalité. Comme il n'y a pas de génération de profit, il y a déjà aussi parfois une difficulté à aller capter des ressources puisqu'ils réparent des problèmes de société. Ils sont plus là, non pas pour créer de la valeur, mais pour faire en sorte de réparer les problèmes de société. Donc, ils sont de façon, presque dans leur ADN, habitués de toute façon à être frugaux dans la gestion de leurs propres ressources et pour avoir le maximum d'impact. Et quand je parle de réparer les problèmes de société, ce sont des entrepreneurs sociaux qui vont s'attacher à, typiquement ce que fait Livia, on pourrait spécifier aussi l'accès à l'eau, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès au logement décent, l'accès à une alimentation durable. Voilà, ce sont vraiment des entrepreneurs qui font en sorte que notre société soit plus durable et plus juste. Donc cette gestion-là, ils la font tous les jours et puis tout ça, comme tu disais très justement, pour avoir le maximum d'impact. Donc, je dirais que nous, on les force pas à être frugaux, c'est-à-dire qu'ils le sont déjà, ils sont habitués à être dans la débrouille en permanence et surtout à compter sur les autres, c'est-à-dire à développer ce qui fait un peu l'ADN d'Ashoka également, c'est-à-dire cette approche systémique du changement qui fait qu'on va être nativement en coopération, justement parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que tout le monde et qu'on n'a pas d'autofinancement régulier et qu'on va chercher en fait des sources de financement qui peuvent être la philanthropie ou les pouvoirs publics. Automatiquement, on va chercher à faire coalition avec d'autres acteurs pour pouvoir décupler cet impact-là et révéler le pouvoir d'agir de tous ceux qui sont dans le mapping, je dirais, du problème qui a été identifié. Donc, c'est ça qui fait la particularité de l'approche frugalité, entre guillemets, des entrepreneurs sociaux d'Ashoka. Du coup, pour rebondir simplement sur la question de la philanthropie, avoir financé des innovations frugales, ou en tout cas des entrepreneurs sociaux, du coup, on va sans doute y revenir là-dessus, mais comment, qui bosse avec Ashoka concrètement, juste pour avoir, des noms de boîtes et des noms pour savoir à peu près l'écosystème Ashoka, pour connaître. Tu veux que je réponde tout de suite ou tu veux qu'on réponde après? Là maintenant. En fait, plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'évidemment, un entrepreneur social, entre guillemets, fellow Ashoka, peut pas rester uniquement avec une source de financement qui soit la philanthropie. Donc, nativement, ils sont obligés aussi d'hybrider leur modèle et d'aller vers des activités qui vont être rémunératrices pour pouvoir être de plus en plus autonomes en réalité, puis maximiser leur impact. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'hybridation de modèle. Et ils travaillent heureusement en coopération avec du corporate, c'est-à-dire avec des entreprises qui ont besoin, elles aussi, de gagner en agilité, de devenir durables, de s'inspirer en fait de ces modèles de gouvernance qui sont très atypiques qu'on retrouve dans les associations
l'innovation, et notamment les entrepreneurs sociaux qui sont extrêmement innovants sur ce volet-là. Donc, il y a des coopérations qui se créent. En fait, j'ai un exemple. Là, on a Franck Billot, qui est le patron du réseau Ecohabitat, qui lutte contre la précarité énergétique des publics précaires. Donc, c'est vraiment une cible très spécifique. Il est en train de développer un accord de co-création avec EDF, par exemple, qui s'inspire de la façon dont Franck gère en fait tout cet aspect de rénovation des habitats en fait des publics précaires. Il fait en fait le tiers de confiance entre l'État qui finance, mais il faut faire 15 000 dossiers, c'est très compliqué. Et quand on est précaire, souvent il y a aussi malheureusement un cumul des handicaps puisqu'il y a une analphabétisation, donc on ne sait pas répondre à ces dossiers-là. Donc Franck gère ce genre de choses pour eux et avance l'argent pour la réfection des bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent on mettait des compteurs Linky, là ça nous est tous arrivé, on a tous eu les compteurs Linky qui ont débarqué chez nous, et poser un compteur Linky dans un habitat qui va être rénové, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais ça, EDF pouvait pas le savoir. Donc c'était une dépense complètement stupide qui était générée. Et comme Franck, les entrepreneurs sociaux, c'est en fait ceux qui traitent l'innovation sociale au dernier kilomètre en réalité. Elles sont pensées par les politiques publiques, mais en action concrète, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pareil pour les entreprises comme EDF. Donc il y a besoin d'avoir ce fil entre les deux et ce rapport entre les deux pour développer des projets communs et faire en sorte de se nourrir les uns les autres, quoi. Donc, en gros, les financements, c'est la philanthropie, le corporate, les subventions publiques pour nos innovateurs sociaux. Ok, merci, c'est très complet. Du coup, Livia, même question, comment vous conjuguez à l'action ce terme d'innovation frugale chez Cumulus? Comment tu le vois, toi? Alors, c'est vrai que pour nous, du coup, on imite un phénomène qui reste assez simple, mais après, en termes d'innovation, on reste sur de l'innovation technologique qui nécessite un certain nombre de ressources en termes de développement et donc de moyens à mobiliser pour la conception. Mais après, c'est vrai que sur l'usage, on est sur une machine finalement qui est assez simple à utiliser et qui a l'intérêt de rapprocher en fait la source de l'eau potable à l'usager final. Donc du coup, on présente une alternative intéressante par exemple, quand on regarde le cas de l'Italie où on a un réseau du coup de distribution de l'eau qui est vétuste et du coup qui est défaillant parce qu'on a presque 40% de l'eau qui est gaspillée en fait dans son approvisionnement. On voit que on va économiser des ressources du coup en rapprochant cette source de l'eau de l'usager. Et aussi en termes des ressources qui sont nécessaires du coup pour faire marcher la machine finalement, on utilise l'air. Et voilà, après donc l'énergie, en termes d'énergie, c'est de l'énergie solaire, mais sur l'énergie utilisée, donc déjà la solution, on travaille en fait sur une solution finalement qui est peu énergivore et on est encore en train d'améliorer on va dire nos process et notre machine pour vraiment optimiser le système afin d'économiser l'énergie parce que l'idée c'est que voilà on puisse proposer cette machine sur des zones qui soient off-grid et donc sur lesquelles il y a une vraie thématique autour de l'énergie qui sera utilisée. Un autre point, c'est que finalement, on se présente aussi comme une alternative à des personnes qui pourraient accéder plutôt à de l'eau embouteillée. Et finalement, quand on voit l'impact de cette eau qui doit être acheminée, donc il y a toute la thématique de transport, il y a aussi le fait que finalement, sur le plastique qui est utilisé, sur le plastique qui est utilisé, c'est aussi des coûts, on va dire, en termes de déchets qui peuvent être néfastes du coup quand on prend la chaîne dans son entièreté. Et finalement, si on regarde à ramener du coup au litre d'eau, les émissions carbone qui sont associées par litre d'eau produit, quand on est sur la solution Cumulus par rapport à de l'eau en bouteille, on va dans un pays comme la Tunisie où finalement le mix énergétique, on dépend que de 3% des énergies renouvelables, on va quand même réussir à diviser par 2 les émissions générées. Donc c'est plutôt voilà sur la durée de vie en fait de la machine qu'on va vraiment permettre de proposer une solution qu'on peut qualifier de frugale. Du coup, ça fait référence tout à l'heure à ce qu'on disait. On parlait de personnes qui ont une frugalité qui est choisie. Donc on décide d'avoir un projet qui est frugal par essence. Bon, on décide de mettre moins de moyens, ou en tout cas on change les indicateurs. On veut moins de bouteilles de plastique, on veut moins etc. Ou alors, et puis il y a d'autres populations qui ont une frugalité qui est subie. Donc des personnes qui sont éloignées des réseaux, marginalisées. Donc du coup, ils subissent cette frugalité. En fait, ils l'ont pas choisi. Ça s'impose à eux et à elles. Du coup, la question c'est, quand on parle de technologie,
on est à l'IoT Valley, on parle de réseau, on parle de technologie. Moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur la question de, voilà, on est en train de, aujourd'hui en France, déployer la 5G, on essaie d'avoir encore plus de technologie sur l'entrepreneuriat. Et est-ce que vous pensez quel est le rôle de la technologie aujourd'hui sur vos projets respectifs et d'autres manières, on parle souvent de low-tech. Alors, je ne sais pas si Cumulus, ça peut être classé dans ce genre de projet-là, mais du coup, le projet il est quand même assez sophistiqué. Comment est-ce que tu vois le développement de la technologie et puis derrière, ce que tu veux faire avec le déplacement entre frugalité choisie et subie? Alors, pour l'aspect technologique, c'est vrai qu'on ne peut pas se qualifier comme de la low-tech. On est vraiment sur quand même un volet technologique qui est assez développé. Mais du coup, c'est vrai que le choix est fait de mettre cette technologie au service finalement d'un besoin qui est loin d'être accessoire. Donc, on est sur une thématique vitale finalement. Et donc, on ne se départit pas de la technologie, mais on se dit la technologie peut nous servir pour un besoin qui est universel. Et justement parce que du coup il y a un pan de la population qui aujourd'hui n'a pas du tout accès déjà à l'eau potable et donc là je sais même pas si on peut encore parler de frugalité. Enfin on est sur une nécessité du coup pour ces populations là, et donc c'est là où on se dit que la technologie du coup apporte une valeur ajoutée pour accéder pour permettre un accès à l'eau potable à ces populations. Donc c'est une manière on va dire d'assurer un minimum pour sortir de cette frugalité subie, si on peut l'appeler comme ça. Ok, merci. Elsa, est-ce que tu as un avis sur la question ok, on est sur un mouvement technologique, tu as compris la question, sur la question de comment est-ce que les entrepreneurs manipulent ces thèmes-là dans le réseau. Comment est-ce qu'on peut se dépatouiller on parlait tout à l'heure de voitures électriques, est-ce qu'il faut être plus frugal dans l'approche, moins consommer, moins ajouter de production. Comment est-ce que tu vois ces actions-là se déployer dans ton réseau? Enfin, elle est complexe cette question parce qu'il n'y a pas un côté blanc ou noir en fait. Jusqu'à présent, on a raisonné souvent comme ça parce que c'est l'héritage aussi d'une forme de cartésianisme qui a divisé la solution d'un grand problème en plein de petits problèmes. Donc, on n'a jamais perçu les choses dans leur entièreté, dans leur globalité. Alors, c'est pour ça qu'il y a les pourfendeurs de certaines énergies, d'autres qui parlent du téléphone portable en même temps en disant bah oui, mais en bout de chaîne, c'est quand même de l'extraction de minerais dans des conditions atroces. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui que la société, elle monte aussi en compétence sur la connaissance globale de la conception d'un produit, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. On voit en fait toute la chaîne de production et on arrive à mesurer aujourd'hui ce qui est de l'ordre de la frugalité, sobriété, on emploiera ça comme on veut. Moi, j'ai plutôt envie de parler de responsabilité en fait. Et je pense que la technologie, elle doit être responsable. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir la techno et qu'il faut retourner à des temps un peu immémoriaux, archaïque, loin de là, au contraire, mais encore une fois, c'est toujours une question de nuance, de pourquoi on fait les choses, à quoi ça sert et quelles sont les balances, comment on compense aussi. Ça, pour moi, c'est vraiment super important. Ce que je peux dire en connaissant les innovateurs sociaux avec lesquels je travaille, qui sont sur le terrain, comme on en parlait, de l'accès à l'éducation, l'accès à l'alimentation, souvent, ce ne sont pas les mieux équipés en matière de technologie, parce qu'ils sont très, très opérationnels sur le bénéficiaire, en fait, qui subit ce problème-là. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ma carrière professionnelle, j'ai démarré sur Internet. Je suis presque comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite en 2000. Voilà, j'ai commencé chez AOL France. Plus personne connaît ce fournisseur d'accès Internet. Donc, j'ai été baignée dans ces technos-là, dans Criteo, dans la pub, dans tout ce milieu, en fait, qui permettait un accès à l'information formidable. Il y a évidemment énormément de choses qui ont été accélérées grâce aux technologies, grâce à l'innovation, mais elle a toujours fait partie de la vie, l'innovation. Aujourd'hui, on la voit plus high-tech, intelligence artificielle et autres, mais elle a toujours été là. Encore une fois, il faut des gardiens du temple pour savoir
pourquoi on fait les choses, dans quelle mesure ça ne devient pas excessif de faire le tout techno, et de se dire aussi qu'une résolution court-termiste n'empêchera pas des problèmes plus long-termistes aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, à mon sens, d'avoir une réflexion sur la manière dont on utilise les technologies, et en particulier dans l'innovation sociale. Il y a une sorte de malédiction de la complexité. Plus on ajoute de complexité à une technologie, et puis finalement on n'en voit pas le bout et on n'arrive plus à solutionner en fait le problème de base qui était soit avoir accès à l'eau, soit avoir un réseau téléphone. Enfin, j'en sais rien, je spécule. En fait, c'est ça, ouais, c'est prendre le temps de se dire quelle est la meilleure solution. Et parfois, c'est pas une solution techno, en fait. Ouais. Moi, c'est marrant parce que l'innovation technologique, enfin, l'innovation en règle générale, on la voit toujours comme étant d'une modernité incroyable, avec forcément le dernier processeur, la dernière innovation. Et en fait, j'ai écouté Timothée Paric il y a pas très longtemps sur France Inter, qui vient de sortir Ralentir ou périr. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bouquin, qui disait en fait l'innovation, c'est la capacité à résoudre un problème. Et moi, ça me va très bien. Et la résolution d'un problème, c'est pas toujours par la technologie. Ok, ça me parle. On continue sur la question de casser les représentations sur l'entrepreneuriat. Mais bon, on a proposé ce thème-là, mais en fait, la question c'est pourquoi casser? Qu'est-ce qui va pas dans l'entrepreneuriat aujourd'hui pour qu'on veuille le déconstruire, pour qu'on veuille le casser? Quels sont les symptômes qui font qu'aujourd'hui on a besoin de réinventer, d'avoir un esprit plus poète, ou je sais pas quelle est l'ambition qu'il faut avoir sur l'entrepreneuriat pour en faire quelque chose de meilleur. Livia, est-ce que tu souhaites? Alors du coup, c'est vrai que pour nous, le parti pris, enfin c'est pas d'abord d'arriver pour casser des préjugés, mais plutôt d'abord de constater un problème et d'essayer d'y apporter une solution, et puis après de voir comment on peut faire évoluer les modèles et comment on avance. Mais c'est vrai que pour Cumulus, la genèse, c'est d'abord de constater que finalement, aujourd'hui sur le continent africain, il y a 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, et qu'il y a un phénomène assez simple de rosée qu'on peut constater jusque dans le désert, où on se dit on est quand même sur des zones arides, mais finalement l'eau elle est là, elle est présente, et on peut l'exploiter pour résoudre ce problème, qu'on arrive à une solution. Et finalement, donc une fois que cette solution elle existe, aujourd'hui on a une machine qui fonctionne, on se rend compte que dans la première approche qu'on a eue de ce problème, on a pensé à une population sur le continent africain, alors que aujourd'hui, quand on voit les sollicitations qu'on a, et donc la base de clients qu'on est en train de constituer, on a finalement des requêtes qui viennent beaucoup plus de l'Europe, même jusqu'en Amérique du Nord, parce que on est dans un contexte où la sécheresse commence à toucher tout le monde. Même à Toulouse cet été, on a eu 15 jours incroyables. Et du coup, l'aridité, c'est plus un problème, qu'on limite à la bande sahélienne. Et du coup, on se rend compte que on pourrait, de manière un peu naïve, se dire que on est sur une innovation qui va changer le monde en pensant aux plus défavorisés et en se focalisant sur le continent africain, alors que finalement, on est sur des thématiques qui nous touchent tous et qui sont en train des thématiques globales. Et du coup, on est en train de repenser un peu l'accès à l'eau dans son entièreté, parce que finalement, on est sur on est en train de proposer du coup des solutions qui sont pensées de manière plus locale, directement sur un marché sur lequel il y a un manque, alors que même sur un marché, on va dire plus mature entre guillemets, sur lequel des solutions existent, la thématique n'est pas réglée et de plus en plus problématique. Donc c'est un peu on va dire la réflexion qui évolue du coup au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et un aspect aussi du coup concernant sur la question des financements, peut-être en fait tu peux nous en dire un peu plus sur comment qui paye en fait Cumulus quand on veut casser ce qu'est l'entrepreneuriat, on va aller chercher un client, on va aller lui vendre, on parle de marché. Est-ce qu'on a besoin de parler de marché, de clients nécessairement quand on vend de l'eau à des gens,
ou quand on apporte de l'eau à des gens. Comment ça se passe? Qui paye d'ailleurs ce cumulus? Est-ce que c'est les gens qui sont en direct en train d'être assoiffés dans un désert? Et comment ça marche en fait? Du coup, aujourd'hui, on se retrouve en fait avec deux cibles qui ont des profils assez différents. On aura notre cible, on va dire, historique, qui est celle de ces personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'eau potable, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à cette solution et qui sont du coup nos usagers finaux, mais qui sont pas nos clients. Écoles, ça va être des écoles, ça va être des campements, ça va être des zones qui sont aujourd'hui hors réseau, qui sont non desservies, mais sur des populations qui ont pas forcément, qui ne vont pas être nos clients. Nos clients, du coup, ça va être les ONG, ça va être les institutions qui vont mettre à disposition notre solution pour ces populations-là. Mais on a aussi un autre pan, du coup, qui se développe, qui vont être en fait des hôtels, qui vont être des opérateurs de construction, qui vont être même des entreprises. Aujourd'hui, on a Orange, on a des Sanofi qui sont intéressés par notre solution pour de l'accès à l'eau dans des bureaux. Et là, donc, c'est des usagers, on va dire, clients, qui sont eux, pour le coup, à même de directement payer notre solution. Ok, merci beaucoup. Elsa, t'en penses quoi de cette question de qu'est-ce qui va pas dans l'entrepreneuriat? Alors du coup, on a dit des mots qui devaient faire siffler tes oreilles. Est-ce qu'on peut avoir ton point de vue sur cette question-là, sur ok, comment est-ce que on peut, qu'est-ce qui va pas dans la Startup Nation, quoi, pour le dire autrement? Non, je dirais peut-être pas, je poserais peut-être pas les choses comme ça. Qu'est-ce qui va pas? Parce qu'il y a plein de trucs qui vont bien. Moi, je suis désespérément optimiste dans la vie, donc je vais plutôt voir le verre à moitié plein. En revanche, ce qui est clair, c'est que encore une fois, c'est l'héritage d'un modèle unique, d'une vision de l'entrepreneuriat qui n'est pas la réalité. Si je prends même les choses d'un point de vue plus méta, on voit bien que dans la société, et pas qu'en France d'ailleurs, il y a une vraie crise d'identité. C'est-à-dire qu'on a besoin de recréer des communautés un peu partout parce qu'on se revendique pas du modèle unique qui a été prodigué depuis des années, des décennies, issu du capitalisme ou pas. Encore une fois, il y a beaucoup de... faut être très nuancé aussi dans ce qu'on avance, mais la réalité, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle d'entrepreneuriat. En revanche, moi qui ai fait une école de commerce et qui suis une repentie du marketing, après y avoir travaillé pendant près de 10 ans, il y avait une façon de percevoir l'entrepreneur. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'on soit obligé de rajouter social à entrepreneur social, comme c'était une façon de se détacher déjà de l'image qu'on peut avoir d'un entrepreneur classique. Donc, c'est plutôt voilà qu'il y a une autre voie à montrer. Et finalement, entrepreneur, c'est pas tant faire fortune et être dans le top Forbes de je sais pas quoi. C'est surtout de se dire, voilà, j'ai des capacités et des compétences qui me permettent de solutionner un problème. Et je suis capable d'embarquer les gens avec moi pour solutionner ce problème-là. Et donc, l'idée pour Ashoka, c'est vraiment de montrer la pluralité de ses capacités d'agir pour que chacun se sente acteur de changement à son niveau et d'entraîner un mouvement de fond pour faire en sorte que cette société, elle soit durable, habitable et surtout responsable, quoi. Tu vois, il y a la phrase je crois que c'est Ford ou Taylor, je pense que c'est Ford, que le public me corrige quand je dis des bêtises, mais c'est Ford qui disait, voilà, on va construire plein de voitures, mais pourvu qu'elles soient bleues. Et ben, la réalité, c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. On va faire plein d'entrepreneurs, mais pourvu qu'ils soient tous dans la même lignée, avec tous la même envie et tous les mêmes drivers. Donc, c'est plus dans ce sens-là où je crois qu'on a une responsabilité à montrer plusieurs voies pour pas qu'elles soient écrasantes pour ceux qui ont des velléités à l'être, mais qui ne sont pas capables de le faire. Et pour tous les autres aussi, de montrer qu'il n'y a pas un modèle unique d'entrepreneur et qu'au contraire, plus on va s'attacher, comme le fait très bien Cumulus, plus on va s'attacher à résoudre un problème de société et pas créer une offre dont on n'a pas besoin. Et là, on retombe sur le côté frugal, tu vois. Et pas créer quelque chose dont aujourd'hui on n'a pas besoin, plutôt de se mettre en sevrage aussi de beaucoup de choses. Eh bien, je pense que ça, c'est aussi une voie à montrer pour la jeunesse, dans les écoles de commerce, dans les facs, dans les écoles primaires aussi, et que c'est hyper épanouissant de s'attacher à faire en sorte d'être engagé en fait dans la société par le biais de l'entrepreneuriat. Ouais, il y a eu des échos avec les campus qui ont refusé certains grands comptes, etc. Enfin, on le voit dans l'actu, une sorte de prise de conscience sur ça. Bon, c'est des anecdotes, mais qui sont quand même un peu révélatrices des tensions sous-jacentes à tout ça, quoi. Je pense. Avec le nombre de millions de vues qu'il y a eu sur la vidéo, c'est pas tellement anecdotique. Non, on verra s'il y a les résultats derrière. Enfin, oui. Oui, un gros ParisTech a décidé de changer son programme, donc ça a des effets. C'est ça qui est bien. Ouais. Non, je ne sous-estime pas la puissance populaire. Disons, abordons une autre question. Il me reste deux petites questions avant de clôturer la table ronde. Peut-être qu'en fait, il y avait un sujet, là tu mentionnais la question de l'ESS. Donc on rajoute un S, social et solidaire. Enfin, tu vois,
on y accroche des termes en plus pour le labelliser ou je sais pas pour justement le foutre dans une case. Ok. J'ai l'impression qu'on peut parler plus de philanthropie, encore plus de confiance ou d'approche systémique dans ce type d'entrepreneuriat-là. Et quelque part, dans les autres tables rondes sur lesquelles on échangeait, il y a cette question de l'investisseur. En gros, de celui qui apporte l'argent derrière. Et ma question, c'est comment vous vous débrouillez, comment vous faites pour je sais pas si vous, c'est pas déguiser la mariée, je sais pas quelle est la bonne expression, mais en gros dire, ok, faites-nous confiance, on va apporter de la valeur et embarquez chez nous. Quelle est quelles sont vos méthodes, vos outils et comment vous convainquez les investisseurs pour vous suivre? Est-ce que il suffit d'un discours, d'un narratif? Est-ce qu'il suffit d'avoir des KPI, comme on disait, les gens adorent les KPI? Comment on fait pour embarquer tous ces gens-là et surtout les investisseurs? Livia, je t'en prie. Vas-y, peut-être, Livia, excuse-moi. Ok, c'est vrai que nous, donc on reste une entreprise. Du coup, effectivement, on a une mission sociale. Ouais, on est une SAS. On a une mission sociale, mais on reste une entreprise. Et voilà, on a effectivement des contraintes de pérennité, de rentabilité. Donc malheureusement, on a commencé en tout cas à en parler cet après-midi, mais on n'a pas repensé notre modèle par rapport aux critères, on va dire, économiques plus classiques. Et donc, disons que dans la mesure où on s'adresse quand même à un problème réel qui parle finalement à nos investisseurs, on n'est pas directement confronté à cette, on va dire, cette incompréhension ou ce gap en tout cas de langage qui pourrait être utilisé entre deux mondes. On a une mission sociale qui est comprise. Derrière, on reste une entreprise finalement qui va utiliser des outils qui seront aussi compris par le monde de la finance. Donc ça permet un peu de concilier. En tout cas, ça nous donne nous les outils pour avancer dans cet environnement. Donc après, à voir si effectivement faut repenser un peu ces modèles et comment ça s'inscrirait pour nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le pain point ne sera pas à ce niveau-là pour nous. Et non, mais là, après, la raison d'être, d'apporter de l'eau à des gens complètement compréhensible. Et après, à partir de là, on décline. Mais là, c'est la question de faire du business model, tout ce qu'on a discuté sur la table ronde précédente. Elsa, est-ce que tu as un avis sur cette question-là de comment toi, comment est-ce qu'on dit Ashoka se fait financer par des philanthropes, comment est-ce qu'on va voir des gens leur dire donnez-moi votre argent, on va faire quelque chose de bien, on va financer des plombiers qui vont essayer de réparer les fuites de la société? Quand on est philanthrope, on a un peu ça dans son ADN, donc c'est quelque part un peu un terrain de jeu plus évident pour une association en fait. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la part des entreprises, c'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la société, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces bénéfices en fait. Même quand on crée une valeur qui a rien à voir avec la réparation d'un problème de société, donc c'est pas le cas de Cumulus puisqu'on répare quelque chose. En tout cas, on vient couvrir un besoin évident. Et puis un besoin fondamental, donc il y a même pas de sujet là-dessus. C'est pour le reste en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces bénéfices. C'est plutôt intéressant pour une organisation comme Ashoka de se rapprocher de ces entreprises-là pour essayer de les faire comprendre qu'elles ont une mission sociale aussi réelle de cohésion, ne serait-ce qu'au sein de leurs propres entités, parce que ça devient fondamental et ça devient un vrai facteur d'attractivité pour les jeunes aussi que d'avoir une mission qui est une mission responsable. Ça répond pas à la question, si tu veux, de comment on convainc. La philanthropie, honnêtement, on a quand même pas beaucoup de difficultés à la convaincre parce que c'est dans l'essence même. C'est un dispositif qui est fait aussi pour subvenir aux associations. Là où ça peut devenir parfois plus complexe, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi, à titre personnel, et j'aimerais pouvoir laisser quelques traces à Ashoka dans ce cadre-là, c'est les fonds d'investissement, en fait. Là, ça devient vraiment intéressant parce que l'argent, il y en a beaucoup, il y en a plein. Et moi, je vois des innovateurs sociaux qui sont sur le terrain depuis une vingtaine d'années et qui, chaque année, ont du mal à clôturer leur budget pour pouvoir être vraiment le dernier kilomètre de l'innovation sociale en France, sur les territoires notamment. Donc, il y a un vrai sujet de savoir où est-ce qu'on est parti. Et c'est pour ça que je défends beaucoup les agréments ESUS des entreprises, parce que je suis pas contre l'entrepreneuriat, contre les formes juridiques SAS ou autres, puisque j'en ai monté 2, donc je suis assez à l'aise avec ça là-dessus. En revanche, je savais aussi ce que je faisais de la génération de bénéfices, parce que c'était une capacité d'autofinancement dans mes entreprises systématiquement, ou en tout cas pour mes salariés, et il n'y avait pas de gap de salaire qui était monstrueux entre moi, puisqu'en plus je ne me payais même pas dans ma première boîte, c'est pour vous dire, et les 5 salariés que je pouvais avoir qui m'accompagnaient. Encore une fois, c'est quelle est l'intention que j'ai derrière. Donc quand on va voir un financeur,
déjà, on a qualifié l'intention du financeur. On sait qu'on ne va pas prêcher dans le désert, sans mauvais jeu de mots pour Livia et Cumulus. On ne va pas prêcher à un endroit où il n'y a pas d'eau. On sait qu'a priori, il va y avoir une réceptivité. Et après, tout notre boulot, c'est de convaincre par l'exemple. Donc, tu disais, les KPI, etc. Aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle sémantique qui sort, qui est la mesure d'impact. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un aujourd'hui sans avoir une mesure d'impact efficiente. Donc, on travaille aussi, nous, à Ashoka, pour nos innovateurs sociaux, pour les équiper à ce qu'ils puissent avoir des accompagnements structurés pour la mesure d'impact. Et effectivement, ça fait la différence. Et même un philanthrope aujourd'hui, parce qu'il devient plus comme ce qu'on appelle la venture philanthropie, c'est-à-dire une philanthropie plus stratégique, qui a les mêmes codes qu'un venture capital, et qui va vouloir regarder si finalement même l'argent qu'il a donné, qu'il n'avait pas envie d'avoir un retour sur investissement, va pouvoir avoir un impact notable sur la société. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça professionnalise beaucoup aussi les démarches des innovateurs sociaux et des associatifs pour prendre des codes. En fait, il y a plein de choses à prendre partout de façon intelligente. Tout est une question d'intention. Pourquoi on fait les choses, avec qui on a envie de les faire et quelle est la vision commune qu'on a, même si parfois on a des intérêts qui peuvent être différents. Donc c'est vraiment ça le point et c'est tout ce que développe aussi l'approche systémique du changement qu'on essaie de mettre en place avec nos innovateurs sociaux. Ok, très clair. Merci Elsa. On arrive à la fin de la table ronde.